Dans la nuit du Sahel, Ibrahim Traoré se trouve confronté à un ultimatum qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. L'État est pris entre deux choix décisifs: accepter une réduction immédiate de la dette ou renforcer son contrôle sur ses ressources minières, un secteur clé pour son économie. Chaque minute compte. Ce n'est pas seulement une question économique, mais une bataille pour la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré doit naviguer dans un labyrinthe de pression externe et de décisions internes complexes. Que se passera-t-il si ce choix radical bouleverse l'équilibre déjà fragile du pays? Quelle sera la véritable portée de cette décision? Ibrahim Traoré se trouve à un tournant décisif, où chaque choix a des conséquences profondes pour l'avenir immédiat du Burkina Faso. L'ultimatum, imposé par les créanciers internationaux, exige une décision rapide: accepter un allègement de la dette en échange de concessions minérales ou refuser et prendre le risque d'une escalade diplomatique et économique. Ce n'est pas une simple négociation, mais une question de souveraineté. Traoré ne doit pas seulement gérer la pression économique, mais aussi les attentes populaires qui réclament une redistribution des richesses nationales. Le Burkina Faso, en tant qu'État enclavé, dépend profondément de ses ressources naturelles, mais chaque décision sur celles-ci comporte un risque politique majeur. Si l'État choisit d'accepter l'accord, il pourrait bénéficier d'un soulagement budgétaire immédiat, mais au prix d'une dépendance accrue vis-à-vis des acteurs extérieurs. Un refus, en revanche, pourrait provoquer une série de répercussions imprévisibles, y compris des sanctions et un isolement accru. C'est une question de survie économique et de positionnement stratégique dans un monde de plus en plus polarisé. La tension monte au Burkina Faso alors que l'ultimatum imposé par les créanciers internationaux met le pays dans une position délicate. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de dette, mais un test de souveraineté nationale. L'ultimatum, exigeant 70% de contrôle sur les ressources minières du pays n'est pas une simple exigence économique, mais un défi existentiel pour l'administration de Ibrahim Traoré. En effet, depuis des décennies, le Burkina Faso a lutté pour rééquilibrer ses contrats miniers, mais les résultats sont restés largement insatisfaisants. L'industrie minière représente une part essentielle de l'économie nationale, mais la majeure partie de la production échappe encore au contrôle direct de l'État, une situation qui date des années de négociations précédentes. Les concessions minières, souvent opaques, ont longtemps été un point de friction entre les autorités burkinabées et les acteurs internationaux. Ces contrats, hérités de plusieurs décennies de politique économique et diplomatique, ont profondément modifié la structure du pouvoir dans le pays, donnant aux entreprises étrangères une influence considérable. Cette situation a alimenté un sentiment de frustration parmi les populations locales qui voient leurs ressources naturelles exploitées sans bénéfice tangible pour eux. À la lumière de ces tensions, l'ultimatum est perçu comme un test crucial pour la gouvernance du pays. Accepter la demande des créanciers pourrait offrir une bouffée d'air frais économique à court terme, mais cela risquerait de sacrifier des gains importants en matière d'autonomie nationale. Le contexte est encore plus complexe. Les négociations ne se limitent pas à des enjeux financiers, mais intègrent des dimensions juridiques et sécuritaires. Derrière chaque décision se cache une architecture d'accords anciens, d'endettement et de concessions qui, une fois remises en question, pourraient ouvrir des fissures dans l'équilibre déjà précaire du pays. Ibrahim Traoré se trouve au centre d'une dynamique complexe, entouré de conseillers et de figures clés qui influencent la direction des décisions. Parmi eux, une économiste chevronnée, un ingénieur des mines expérimenté, une juriste locale et un officier chargé des zones sensibles sont les figures principales qui l'accompagnent dans ce processus. Chacun apporte une expertise cruciale pour décomposer l'ultimatum et ses ramifications. Ensemble, ils travaillent à décomposer les différents éléments de la situation, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi en tenant compte des aspects géopolitiques et sécuritaires. L'économiste met en évidence les conséquences immédiates de l'acceptation de l'ultimatum. Un allègement budgétaire rapide qui pourrait offrir un répit nécessaire pour le gouvernement, mais aussi une dépendance accrue vis-à-vis des créanciers internationaux. Elle alerte cependant sur les risques
à long terme de cette solution, soulignant que cette dépendance pourrait freiner les efforts d'autosuffisance économique. L'ingénieur des mines, quant à lui, souligne la vulnérabilité de certains sites stratégiques où l'extraction minière pourrait être compromise par des décisions trop précipitées. Il avertit que les perturbations dans la gestion des ressources pourraient entraîner des fuites d'informations ou un contrôle opérationnel moins efficace. L'impact des décisions prises dans cette salle est palpable. La direction prise pourrait bien marquer un tournant non seulement pour l'économie burkinabé, mais aussi pour sa place sur la scène régionale et internationale. Dès les premiers pas dans la salle du Conseil, l'équilibre fragile du Burkina Faso commence à se redéfinir sous la pression de ses conseils techniques et stratégiques. L'ultimatum imposé à Ibrahim Traoré n'est pas une simple question de choix économique, mais un enchevêtrement complexe de décisions qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. La première étape de cette crise a eu lieu avec la réception d'un télégramme officiel qui a exigé une réponse rapide, accepter un allègement immédiat de la dette ou risquer des sanctions économiques sévères. Ce message, apparemment administratif, cache en réalité une contrainte sévère créée pour forcer une décision irréversible. Traoré, face à cette pression, réunit immédiatement son équipe de conseillers pour évaluer la situation. L'ingénieur des mines met en garde contre les implications opérationnelles d'un refus. Il décrit les vulnérabilités existantes, en particulier les sites miniers stratégiques qui échappent encore largement au contrôle de l'État. Une réponse tardive, selon lui, ouvrirait des brèches invisibles et offrirait aux acteurs étrangers une opportunité de s'engouffrer dans la gestion des ressources du pays. Le deuxième acte de cette crise se déroule dans la salle de conférence du palais présidentiel. Traoré, déterminé à ne pas céder à la pression immédiate, impose à son équipe une analyse détaillée de la situation. La juriste, forte de son expertise, examine les contrats miniers existants. Elle remarque que plusieurs clauses, jusqu'alors considérées comme inertes, pourraient être utilisées comme levier pour réaffirmer le contrôle national. Cependant, cette démarche implique des risques juridiques considérables, en particulier en ce qui concerne les relations avec les entreprises étrangères et les acteurs diplomatiques. La tension monte alors que chaque conseiller présente ses arguments. L'économiste soutient qu'un accord immédiat pourrait alléger la situation financière du pays, mais au prix d'une perte de contrôle sur ses ressources naturelles. L'ingénieur, de son côté, plaide pour une gestion plus prudente, soulignant que la sécurisation des sites miniers doit être la priorité absolue avant de prendre toute décision majeure. À ce moment, la décision de Traoré prend une tournure inattendue. Il décide de prendre un risque calculé et de rejeter l'ultimatum, malgré les pressions externes et internes. Il ordonne immédiatement la mise en place de mesures de sécurisation pour les zones minières sensibles, sans attendre une réponse officielle à la demande des créanciers. Cette action audacieuse marque un tournant dans la crise. Au lieu de répondre passivement, Traoré choisit de prendre l'initiative en sécurisant les actifs nationaux avant que la pression n'atteigne un point de non-retour. L'officier des zones sensibles supervise immédiatement le déploiement des unités de sécurité autour des sites stratégiques, tandis que les équipes gouvernementales entament des discussions avec les partenaires régionaux pour renforcer la coopération sur la gestion des ressources naturelles. La situation, bien que tendue, prend une nouvelle direction. Traoré a choisi d'affronter la crise plutôt que de s'y soumettre. Les premières répercussions ne se font pas attendre. Les marchés réagissent instantanément à l'annonce de ce refus, mais le gouvernement reste ferme, déterminé à défendre la souveraineté du pays. L'ultimatum initial, loin de provoquer une crise immédiate, devient un catalyseur pour un changement stratégique posant les bases d'une révision complète des relations économiques et diplomatiques du Burkina Faso. Les premières mesures prises par Ibrahim Traoré ont commencé à produire des effets mesurables à un rythme étonnamment rapide. Dans les heures suivant la mise en œuvre de la stratégie de sécurisation des sites miniers, des données clés ont été recueillies, montrant l'impact immédiat de la décision prise. Le ministère des Mines a rapporté une augmentation de 20% de la production d'or dans les zones nouvellement sécurisées, ce qui témoigne de l'efficacité de la reprise de contrôle sur ces sites. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, est un indicateur clair que l'État peut tirer des bénéfices économiques immédiats sans nécessairement céder aux exigences des créanciers.
En outre, des analyses financières ont montré que l'effet de la décision sur les flux budgétaires du pays était également significatif. Avant la crise, le Burkina Faso dépendait à 65% de ses recettes minières pour alimenter son budget national. Avec la sécurisation des sites, les prévisions ont suggéré une augmentation de 10% de ces recettes, représentant une somme non négligeable pour les finances publiques. Ce chiffre a été corroboré par une étude menée par l'université de Ouagadougou, qui a estimé que d'ici la fin de l'année, les revenus miniers pourraient augmenter de 15% si l'État réussissait à maintenir son contrôle sur les ressources stratégiques. La solidité des prévisions économiques s'est également manifestée dans les premiers mois après la décision. La production d'or a montré une tendance stable et des négociations ont été engagées avec de nouvelles entreprises qui étaient auparavant réticentes à investir en raison de l'incertitude politique. Cependant, la décision n'a pas été sans conséquences. Le coût immédiat de la rupture avec les créanciers internationaux a également été mesuré. Selon les experts économiques, le PIB du Burkina Faso pourrait se contracter de 3,2% au cours de la première année suivant le refus de l'ultimatum, principalement en raison des sanctions potentielles et de la perturbation des circuits commerciaux internationaux. Néanmoins, ce chiffre doit être interprété dans le contexte de la transition vers une économie plus indépendante, ce qui pourrait réduire la dépendance à l'égard des financements extérieurs. Le facteur clé réside dans la capacité du pays à stabiliser ses marchés internes, tout en réduisant ses vulnérabilités aux pressions internationales. L'augmentation des transactions en francs CFA, bien qu'encore modeste, est également un signe que le pays commence à réduire son exposition aux mécanismes financiers externes. Cette tendance devrait continuer à se développer à mesure que la confiance des acteurs locaux dans la gestion des ressources minières s'accroît. Enfin, l'élément le plus marquant reste la réaction des acteurs économiques et financiers régionaux. Les analystes ont noté une tendance à la hausse du prix de l'or sur les marchés internationaux, signalant que les investisseurs commençaient à anticiper une réorganisation des chaînes d'approvisionnement miniers en Afrique de l'Ouest. Ce phénomène a eu un impact direct sur les investissements étrangers, avec une augmentation de 8% des investissements directs dans les infrastructures minières et logistiques du pays au cours des 6 mois suivant la décision de Traoré. Lorsque la décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'ultimatum des créanciers a été prise, elle a immédiatement divisé les analystes économiques et les acteurs politiques en deux camps opposés. D'un côté, les partisans de la rupture soutiennent que cette décision audacieuse est la seule voie permettant au Burkina Faso de reprendre réellement son indépendance économique et politique. Ils considèrent que l'acceptation des conditions imposées par les créanciers aurait entraîné une perte irréversible de contrôle sur les ressources minières, un secteur crucial pour l'économie nationale. Ces partisans estiment que, même si la décision présente des risques à court terme, elle offre une chance réelle de construire un modèle économique plus durable et moins dépendant des acteurs externes. Selon eux, le refus de céder aux pressions internationales envoie un message clair que le pays est prêt à prendre son destin en main malgré les risques associés. D'un autre côté, les détracteurs de cette décision soulignent que le refus de négocier avec les créanciers pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'économie burkinabé. Selon eux, cette rupture immédiate avec les créanciers pourrait entraîner une instabilité économique et financière à court terme, particulièrement en raison des sanctions et des restrictions commerciales potentielles. Ils affirment que, bien que la souveraineté soit importante, la situation économique du pays est encore trop fragile pour supporter les impacts négatifs d'un isolement diplomatique et commercial. Ces critiques soulignent que le Burkina Faso, en tant que pays enclavé avec une économie fortement tributaire de l'exportation de ses ressources, pourrait se retrouver dans une position de vulnérabilité accrue sur le plan international. De plus, la contraction projetée du PIB de 3,2% pourrait entraîner une hausse de l'inflation, une dévaluation de la monnaie nationale et un déclin des conditions de vie pour les citoyens ordinaires.
Le débat entre ces deux positions n'est pas seulement théorique. Il repose sur des données et des projections concrètes, mais il soulève également des questions plus profondes sur le modèle de gouvernance que le Burkina Faso veut suivre. La décision de Traoré, en rejetant l'ultimatum, va au-delà d'une simple question d'équilibre économique. Elle touche à la question de savoir quel type de nation le Burkina Faso veut être. Un acteur autonome sur la scène mondiale ou un partenaire plus intégré dans un système économique global souvent perçu comme inéquitable. Dans cette bataille d'idées, les conséquences à long terme de chaque approche seront sans doute le sujet central du débat national. Alors que la situation semble atteindre un point de non-retour, un élément clé de la crise éclate au grand jour. L'intervention des acteurs régionaux, ce qui avait commencé comme une confrontation entre le Burkina Faso et ses créanciers internationaux, se transforme rapidement en un test de solidarité au sein du Sahel. Des signes discrets de coopération régionale commencent à émerger, renforçant la position de Traoré. Les pays voisins, confrontés à des défis similaires en matière de ressources et de souveraineté, expriment leur soutien, affirmant que la défense collective des intérêts miniers pourrait renforcer la stabilité de la région dans son ensemble. Ce changement de dynamique, bien que subtil, offre à Traoré une nouvelle dimension de soutien, qui pourrait peser lourdement dans l'issue de la crise. Pourtant, cette évolution n'efface pas les défis internes du Burkina Faso. La décision de refuser l'ultimatum a déjà entraîné une série de pressions économiques et diplomatiques, et la question reste, combien de temps le pays pourra-t-il résister sans céder ? Mais à ce moment précis, une lueur d'espoir se fait jour, indiquant que la souveraineté ne dépend peut-être pas seulement de la capacité à résister seule, mais aussi de l'engagement collectif dans une stratégie régionale commune. Les premiers effets de la décision d'Ibrahim Traoré ne se font pas attendre. Le refus de céder aux créanciers, bien qu'audacieux, a des conséquences immédiates et tangibles pour le Burkina Faso. Sur le plan économique, la première conséquence visible est la contraction de 3,2% du PIB projetée pour la première année suivant la rupture avec les créanciers. Bien que cet impact à court terme soit inquiétant, il ne fait pas de doute que cette baisse est surtout liée à l'instabilité immédiate générée par l'isolement commercial et les sanctions financières. Toutefois, il est important de noter que cette contraction du PIB s'accompagne de changements significatifs dans la gestion des ressources internes. En renforçant le contrôle sur les sites miniers, le gouvernement burkinabé réussit à stabiliser partiellement ses finances publiques en augmentant les revenus générés par l'or et en réduisant la fuite de capitaux vers l'étranger. L'autre impact majeur concerne le secteur social. Alors que l'économie se contracte, les citoyens ressentent les effets immédiats sous la forme d'une inflation accrue et d'une dévaluation partielle de la monnaie nationale. Les prix des biens de consommation, notamment les denrées alimentaires et l'énergie, augmentent, mettant à l'épreuve la capacité des familles à s'adapter à cette nouvelle réalité économique. La population, qui avait largement soutenu la décision de Traoré à cause de son esprit de souveraineté, commence à éprouver des doutes à mesure que les effets négatifs se font plus ressentir au quotidien. Cette tension sociale, bien que compréhensible, est en grande partie contrebalancée par un sentiment croissant de solidarité nationale. De nombreux Burkinabés commencent à voir dans cette crise une opportunité de renforcer l'autonomie du pays à long terme, malgré les difficultés immédiates. D'un autre côté, l'impact diplomatique commence à se faire sentir. Les relations du Burkina Faso avec les puissances occidentales, déjà tendues, se détériorent encore davantage. Des sanctions sont imposées et des institutions financières internationales annoncent la suspension de nouvelles aides. Cependant, à l'échelle régionale, une dynamique différente se crée. Le soutien des pays voisins du Sahel devient plus concret. Des discussions sont entamées sur la possibilité de renforcer la coopération régionale, sur la gestion des ressources naturelles et sur des initiatives économiques communes. Ce soutien, bien qu'encore informel, commence à atténuer les effets des sanctions internationales. Il devient évident que la crise burkinabé a des répercussions bien au-delà de ses frontières, touchant des pays voisins qui se retrouvent confrontés à des enjeux similaires.
Les experts régionaux prévoient que dans les 6 mois suivant la rupture, la situation pourrait commencer à se stabiliser. Les premières mesures mises en place pour sécuriser les sites miniers portent leurs fruits, et les relations économiques avec certains partenaires non occidentaux se renforcent. L'élément clé de cette stabilisation réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir le contrôle de ses ressources et à réduire sa dépendance vis-à-vis des créanciers extérieurs. En parallèle, une réorientation stratégique des flux commerciaux et une diversification des partenaires commerciaux permettent d'atténuer les risques d'un isolement total. Alors que le Burkina Faso navigue à travers les turbulences économiques et diplomatiques, 3 scénarios distincts émergent pour les mois à venir, chacun dépendant de la capacité du gouvernement à s'adapter aux défis internes et externes. Imaginons d'abord un scénario de base, celui d'une stabilisation progressive. Le premier scénario envisage une stabilisation progressive de la situation économique basée sur une gestion plus centralisée des ressources naturelles et un soutien accru de la région. Le contrôle des sites miniers, renforcé par la sécurisation des zones stratégiques, commence à produire des résultats tangibles. Les revenus miniers augmentent lentement, permettant à l'État de réduire ses besoins en financement extérieur. Dans ce scénario, les sanctions internationales continuent d'affecter le pays à court terme, mais la coopération régionale atténue les pires effets de l'isolement. Les prévisions de croissance économique deviennent plus optimistes à partir du 2e semestre de l'année, bien que la reprise reste lente. La discipline budgétaire mise en place permet à l'économie de se stabiliser progressivement, bien que l'inflation reste une préoccupation majeure pour les citoyens. Imaginons ensuite un scénario plus optimiste, porté par un effet d'entraînement régional. Dans un scénario plus favorable, la décision de Traoré est perçue comme un catalyseur pour un rééquilibrage régional. D'autres pays du Sahel, voyant le succès relatif de la gestion burkinabé des ressources naturelles, décident de renforcer leur coopération sur des projets miniers et sécuritaires communs. Les flux commerciaux régionaux commencent à se réorganiser et de nouveaux partenariats avec des acteurs non occidentaux s'intensifient. Les pays voisins commencent à soutenir activement le Burkina Faso, non seulement pour ses ressources, mais aussi pour la création d'une nouvelle dynamique économique régionale. Dans ce scénario, les sanctions sont moins sévères que prévu, car plusieurs acteurs internationaux cherchent à éviter un isolement complet du pays. L'économie burkinabé se diversifie et les prévisions de croissance dépassent les attentes, avec une augmentation notable des investissements dans les infrastructures et les secteurs stratégiques. Enfin, imaginons un scénario défavorable, celui d'une crise prolongée. Le scénario le plus pessimiste prévoit une intensification des pressions économiques et diplomatiques. Les sanctions deviennent plus strictes et la communauté internationale exerce une pression croissante sur le Burkina Faso. Les marchés réagissent négativement, entraînant une dévaluation plus marquée de la monnaie et une hausse de l'inflation. Les entreprises étrangères, déjà réticentes, gèlent leurs investissements, aggravant la situation économique. Le coût de la rupture avec les créanciers s'avère plus élevé que prévu, et l'isolement diplomatique se renforce. Les tensions internes augmentent avec des manifestations populaires et une montée du mécontentement face à la dégradation des conditions de vie. L'économie se contracte davantage et le pays lutte pour maintenir sa stabilité. Dans ce scénario, la souveraineté nationale, bien que défendue, ne peut empêcher la crise de se prolonger et d'affecter gravement les perspectives économiques et sociales du Burkina Faso. Alors que la situation continue d'évoluer, il devient évident que la crise au Burkina Faso n'est pas simplement une question de politique ou d'économie, mais qu'elle touche directement les vies des citoyens. Les décisions prises par Ibrahim Traoré ont un impact réel sur les familles, les travailleurs et les communautés locales. Pour beaucoup, la question de savoir si la souveraineté nationale peut réellement améliorer leur quotidien reste incertaine. Les habitants des grandes villes et des zones rurales ressentent une pression croissante. Les prix des produits de base augmentent et les opportunités de travail se font rares alors que l'économie se contracte. Pourtant, au-delà de l'impact économique immédiat, un phénomène intéressant émerge, une prise de conscience accrue parmi les citoyens de leur rôle dans le façonnement de l'avenir du pays. Les travailleurs des mines, qui représentent
une partie essentielle de l'économie, voient leurs conditions de travail changer à mesure que l'État reprend le contrôle des sites miniers. Si, d'un côté, cette situation entraîne une instabilité à court terme, de l'autre, elle ouvre la voie à une redistribution plus équitable des ressources. Des voix commencent à s'élever au sein de la population, non seulement pour soutenir la souveraineté nationale, mais aussi pour réclamer une transparence accrue et un contrôle local plus direct sur les bénéfices issus des mines. Le rôle des citoyens, loin d'être marginal, devient central dans le processus de décision. En parallèle, des débats communautaires sur la gestion des ressources naturelles commencent à se multiplier. Dans les quartiers et villages, les discussions sur les enjeux de la dette, des concessions minières et de la redistribution se font plus fréquentes. Les Burkinabés, autrefois spectateurs des choix politiques, se transforment en acteurs engagés dans la reconstruction économique du pays. Cette dynamique est alimentée par la détermination d'Ibrahim Traoré, mais aussi par un changement profond dans la façon dont la population perçoit son rôle dans la souveraineté et la gouvernance du Burkina Faso. Alors que la situation du Burkina Faso évolue rapidement, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont mis en place une série de mesures stratégiques pour naviguer à travers cette crise sans précédent. La première étape cruciale de cette feuille de route est la sécurisation complète des sites miniers. Avec des unités de sécurité renforcées et un contrôle strict des flux de ressources, l'État espère stabiliser la production minière tout en réduisant les risques d'exploitation illégale. Cette action vise non seulement à garantir l'approvisionnement intérieur, mais aussi à envoyer un message clair aux investisseurs et partenaires étrangers: le Burkina Faso est prêt à reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. En parallèle, un autre axe de la stratégie consiste à réévaluer les accords commerciaux et miniers existants. Un audit complet est lancé pour examiner les concessions minières et les contrats, afin de s'assurer qu'ils sont en phase avec les besoins nationaux et les priorités économiques du pays. L'objectif est de renégocier les termes de ces accords afin de maximiser les bénéfices pour le Burkina Faso, en particulier sur les royalties et la redistribution des profits. La troisième étape concerne la modernisation des infrastructures financières et commerciales. Pour réduire sa dépendance aux mécanismes financiers internationaux, le pays met en place un système de paiement national interconnecté aux réseaux régionaux. Ce système vise à sécuriser les transactions et à renforcer la résilience économique du pays face aux pressions externes. En même temps, le gouvernement cherche à développer des partenariats régionaux pour diversifier les circuits commerciaux et réduire les risques liés à l'isolement. Enfin, la société civile et le secteur éducatif jouent un rôle crucial dans ce processus. Des programmes de formation sont mis en place pour sensibiliser la population aux enjeux économiques et à la gestion des ressources naturelles. L'objectif est de créer une conscience collective sur la souveraineté nationale et de renforcer la participation citoyenne dans la gestion des biens publics. Ce dernier axe vise à établir une stabilité durable fondée sur la transparence et l'implication des citoyens. Au fil des mois, l'histoire du Burkina Faso prend une tournure inattendue mais déterminée. Ibrahim Traoré, dans sa décision de refuser l'ultimatum, n'a pas seulement défié les pressions extérieures, mais a aussi révélé une force intérieure, une volonté de ne pas laisser l'avenir du pays être dicté par des forces étrangères. Ce qui semblait au départ être un geste isolé devient aujourd'hui le symbole d'un engagement profond pour la souveraineté nationale. Alors que les résultats économiques et sociaux continuent d'évoluer, un sentiment de fierté collective commence à prendre racine parmi les citoyens. Ce n'est plus seulement l'action d'un homme ou d'un gouvernement, mais celle de tout un peuple qui se redécouvre dans son propre destin. Le Burkina Faso, longtemps sous l'emprise de forces extérieures, retrouve sa voix. L'image d'Ibrahim Traoré, non plus comme un simple dirigeant, mais comme le catalyseur d'un mouvement national, reste gravée dans les esprits. La souveraineté, loin d'être un simple concept, devient une pratique quotidienne, un principe vivant dans les décisions, les actions et surtout dans l'espoir d'un avenir plus autonome. À travers cette crise, le Burkina Faso a appris que la souveraineté ne se proclame pas. Elle se construit, pierre par pierre, à chaque décision courageuse. Au cœur de cette histoire, un constat s'impose. Le destin du Burkina Faso, comme celui de nombreux autres pays,
n'est pas écrit par les grandes puissances, mais par les actions quotidiennes de ses citoyens. À travers les décisions courageuses d'Ibrahim Traoré, le peuple burkinabé redécouvre la puissance de sa souveraineté. Aujourd'hui, la question qui se pose n'est plus celle de la rupture ou de la réconciliation avec les créanciers internationaux, mais bien celle de la direction à prendre pour renforcer cette souveraineté, au-delà des crises économiques et diplomatiques. Nous vivons une époque où chaque geste, chaque choix peut façonner l'avenir d'une nation. Que vous soyez citoyen, entrepreneur ou acteur de la société civile, vous avez un rôle à jouer dans cette reconstruction. Ensemble, construisons un Burkina Faso plus résilient, plus autonome, plus solidaire. Quelle part de ce chemin êtes-vous prêt à prendre avec nous ? C'est une question que chaque Burkinabé doit se poser, car l'avenir ne se forge pas seulement dans les salles de décision, mais dans les actions quotidiennes de chacun d'entre nous.